comme je disais en entrée, ça bouge. Côté linguistique. Il y a eu une étude de l'IREC. Il y a eu les syndicats, la CSN, qui a levé le ton un peu en fin de semaine. Il y a la musique anglaise à Saint-Hubert. Il y a un dénommé Cassivi qui a sorti un livre qui s'intitule « Mauvaise langue » où il affirme la langue, une langue n'est pas une prison. Bon, on est bien d'accord avec ça. Mais pour en parler de ce retour sur la place publique de cette question cruciale de la langue, j'ai le plaisir de recevoir en studio Éric Bouchard. Bonjour, Éric. Bonjour, M. Philpot. Robin, là. Ah, M. Philpot, oui. C'est mon père. Parce que dans la vie, je t'appelle Robin, mais là, je savais pas c'est quoi le statut à la radio, mais on va dire Robin. On n'est pas à Radio-Canada. On peut se parler comme ça, là. Parfait, belle. Voilà. Merci, Robin, de m'inviter à l'émission. Ouais. Écoute, ça bouge. Commençons brièvement par cet épisode de Saint-Hubert, que tu as réussi à déclencher par un simple article, mais basé sur tes connaissances du dossier. Explique-nous un peu. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans le temps de la relâche, je suis parti à Rimouski avec ma famille pour aller dans le parc du Bic. Puis aussi rencontrer la famille. On part de Montréal, on s'arrête à Saint-Nicolas-Lévis, à Québec, au Saint-Hubert, sur l'heure du dîner. La musique c'est vraiment ultra fort, puis c'est du gros boum-boum. Je demande, dans le fond, est-ce qu'on peut baisser un peu la musique? C'est quand même... On n'est pas au 5 à 7, là, où est-ce que les gens, dans le fond... Quand on met de la musique forte, c'est parce qu'on veut que les gens se rapprochent pour se parler, puis ça favorise les relations amoureuses. Mais là, c'est l'heure du dîner, il y a des bébés, il y a des enfants. Bref, on baisse la musique, et je me perçois au bout d'une heure que c'était unilingue anglais-américain. Je reconnais aucune chanson québécoise anglophone ou aucune chanson québécoise dans une autre langue, exemple Florence K. ou Marco Cagliari. On continue notre chemin. Et puis là, on nous dit que finalement, on peut pas changer ça. C'est des listes de lecture déjà préétablies par le siège social. Parfait. On s'en va le lendemain. On arrive à Rimouski. Je vais déjeuner chez Normandin. Même affaire. Il y a eu une chanson en 1 heure où c'était Louis-Jean Cormier. Au retour, à Montréal, je fais la même chose. Je vais au Saint-Hubert, même musique. Bref, ça me donne l'idée d'écrire une lettre. Et j'écris une lettre où je décris un peu ce que je vous dis là. Et ça a fait en sorte que cette lettre-là, publiée dans la presse, m'a valu des entrevues à Dutrisac, m'a valu des entrevues à Gravel le matin. Et finalement, le président, directeur général, ou je me souviens plus de son titre, M. Léger à la tête de Saint-Hubert, a dit que effectivement, c'est vrai, c'est de la musique quasi unilingue anglaise américaine et qu'ils allaient corriger le tir. Mais il n'a jamais dit qu'il allait mettre plus de français. Il a dit plus de la musique instrumentale. Je suis retourné en fin de semaine passée chez Saint-Hubert, au même Saint-Hubert à Saint-Nicolas, parce que j'avais des conférences à donner à Québec et ça n'avait pas changé encore. Bref, chose certaine, la question de l'environnement sonore dans lequel nous vivons. Et là, on va s'entendre avec ceux qui sont à la maison, puis qui sont à la radio, dans leur voiture, qui ne me connaissent pas. Moi, j'arrive pas pour dire ça prend uniquement de la chanson en français. Mais voyons donc. La diversité linguistique, je veux dire, c'est assez intéressant. Ma position, c'est pourquoi de l'unilinguisme anglais-américain? Pourquoi y aurait-il pas, je sais pas, entre 30 et 50% de musique francophone, puis là-dessus, il peut y avoir de la musique française aussi, de France. Il y a de l'excellente musique pop française. Puis la diversité de la francophonie au niveau de la musique, elle est extraordinaire. Puis il pourrait y avoir aussi de la musique québécoise instrumentale, de la musique jazz, instrumentale québécoise. Il peut y avoir de la musique québécoise en français, parce que y a des artistes québécois qui participent parce qu'on n'a pas l'occasion de les entendre. Et voilà. Parce que les radios publiques veulent passer de l'anglais. Les playlists sont faites par des entreprises qui ne font que de l'anglais. Stingray, hein? Et donc, il y a des artistes qui chantent en français de toutes sortes de musique, de styles de musique, et ils ne sont pas entendus. Mais écoute, tu l'as fait, mais j'espère que vous allez les talonner quand même, Saint-Hubert, parce que... Ben là, je vais voir, on va leur donner le temps, puis en même temps, c'est pas juste à Mouvement Québec français de faire les choses, parce que ça prend de responsabilité collective. OK, ça prend le gouvernement qui met des lois, mais avant de mettre des lois, ça prend des chefs d'entreprise, ça prend une certaine élite, tu sais, la nouvelle élite francophone, la nouvelle élite québécoise, là, qui a pris la place de l'élite anglophone. Comment se comportent-elles? On a des aïeux qui se sont battus, puis qui étaient fédéralistes, puis indépendantistes, mais se sont battus pour qu'on ait une place sur les sièges des sièges sociaux, sur les sièges des conseils d'administration. Quand tu es rendu en place,
Tu as une responsabilité collective qui va au-delà de la loi. La réponse de John Zepetelli du Musée d'art contemporain par rapport à la diffusion unilingue anglaise de l'œuvre d'une superbe œuvre, je suis allé voir ça, d'un artiste dont je ne suis pas capable de prononcer le nom. On dirait que je suis Monsieur Jean Tremblay en personne, mais c'est un nom islandais. Moi, je comprends que l'œuvre originale puisse avoir été en anglais pour la diffusion à l'international, mais pourrait-on faire une partie de la traduction? Parce que si je vais là avec mon gars, voir le musée d'art contemporain pour lui ouvrir l'esprit et que c'est une langue anglaise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon gars, il faut absolument qu'il comprenne l'anglais pour comprendre l'art. Ah, ton gars ou n'importe qui. Bon, donc, l'idée, c'est on peut-tu vivre en français au Québec tout le temps? Donc, la langue est-elle une prison? La question de l'éditeur de M. Cassivi. Ben, actuellement, la langue en est une au Québec parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut au Québec en français. Ça ne nous empêche pas. Dans le fond, l'apprentissage des langues au niveau individuel, dans le fond, ça peut nous être très, très, très utile. Mais le combat de la langue au Québec, c'est parce qu'on veut que la normalité, on puisse faire tout ce qu'on veut en français, ce qui ne nous empêche pas, si on le veut, de faire quelque chose en anglais, de faire quelque chose en italien, en catalan, mais c'est de pouvoir faire tout ce qu'on veut sur le territoire québécois en français, que la langue commune soit le français. Et donc, cette nouvelle élite-là, à la tête des entreprises comme Saint-Hubert, à la tête de la Caisse de dépôt et placement du Québec, à la tête du Musée d'art contemporain, à la tête de tout ce que vous voulez. Et le gouvernement qui accorde des contrats. Ah, ben ça, c'est l'autre partie. Mais là, avant d'aller dans cette question de ce livre-là, ce petit livre-là, ça bouge aussi. Il y a l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC, que peut-être les gens connaissent par son acronyme, a sorti une étude sur la langue. Et peux-tu nous dire, grosso modo, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis quelques mois. Le débat est revenu en force sur la langue. Et tu sais, pour se faire une idée, mais l'IREC, par exemple. Non, l'IREC a sorti 3 études depuis 4 ans. La première, c'était de dire qu'il y avait un déséquilibre entre le poids démographique des anglophones de langue maternelle, qui est autour de 8-9 %, et le nombre d'emplois publics payés avec nos impôts, ou la description de tâches parler anglais. C'est pas nécessairement des anglophones qui occupent ces emplois-là. Donc, il y a un différentiel de, dans le fond, c'est 14 % des emplois de la fonction publique qui sont de langue anglaise. Là, le monde va dire 5 à 6 % Éric. Voyons donc, il ne faut pas s'énerver avec ça. Parce que l'IREC a montré, c'est que le différentiel de 5-6 %, ben, c'est 50 000 emplois de plus en langue anglaise, payés par nos impôts, qui représentent 2 milliards de dollars de salaire. Donc, ça donne du prestige à la langue anglaise. Si on rétablissait l'équilibre, 8 % d'anglophones puis 8 % d'emplois de langue anglaise, bien là, il y aurait un transfert de 50 000 emplois de... gouvernemental. Là. Ça, c'est gouvernemental. Ouais. Donc, l'étude a montré ça. Je dis pas, là, aux auditeurs, il faut faire ça demain matin. C'est pour illustrer tout le poids gouvernemental qu'on met pour les emplois de langue anglaise, des emplois bien payés. Donc, c'est 50 000 emplois de moins en langue anglaise et 50 000 emplois de plus en langue française, 2 milliards de moins en salaire en langue anglaise, 2 milliards de plus en salaire en langue française, si on rétablissait l'équilibre. Donc, première étude de l'IREC. Deuxième étude de l'IREC, l'an passé, en novembre 2014, bilinguisation du système de santé payé par nos impôts via Patrimoine canadien. Ce que dit l'étude, elle décrit comment on est en train de bilinguiser l'ensemble des postes dans les institutions dites francophones de santé. Et donc, quand tu bilinguises des postes, ça veut dire que des gens qui ne sont pas bilingues ne peuvent pas occuper ces postes-là. Et qui sont ces gens unilingues-là ou qui sont pas bilingues? Puis le bilingue, là, au Québec, c'est toujours français-anglais. Le monde va dire, bon, c'est ça. Encore une fois, là, les unilingues, tu veux protéger des unilingues québécois francophones. Pas nécessairement. Quelqu'un qui émigre ici, puis qui sait, exemple, l'arabe comme langue maternelle, puis sa deuxième langue, c'est le français, pourrait pas travailler dans les institutions de santé. Et il y en a beaucoup qui se plaignent de ça. Donc, moi, c'est ça le combat. Au niveau de la langue du travail, quand on parle de l'intégration, on dit beaucoup, bon, c'est à cause que les gens sont musulmans. Il y a sûrement une partie de ça qui est vrai. Mais l'autre partie, c'est qu'on dit, hey, mon Charlie, c'est parce que tu sais pas parler anglais, donc tu travailleras pas dans mon restaurant à Montréal-Nord, à cause du fait qu'il pourrait peut-être avoir des touristes. On le sait tous, les autobus de touristes à Montréal-Nord, à Ville d'Anjou, c'est plein. À Repentigny, vous avez aucune idée comment il y a des autobus de touristes, c'est qu'il faut absolument répondre en anglais.
Donc, toute la question de la langue de travail. Et la dernière étude de l'IREC était sur le fait que le Québec rate sa cible en matière de francisation de l'immigration. L'étude est sortie en janvier, le 27 janvier dernier. Elle dit quoi, l'étude? Elle dit qu'il y a 1 million de Québécois qui sont des immigrants. Ils ont entre 99 ans puis 2 mois. Ce million d'individus-là, parmi eux, ben, il y en a 200 000 qui n'ont aucune connaissance du français. Donc, 1 sur 5. 200 000, c'est pas banal parce que la majorité sont concentrés à Montréal. Parmi ces 200 000-là qui ne savent pas parler français, ben, il y en a 160 000 qui parlent anglais. Donc, lorsqu'ils arrivent dans un commerce, lorsqu'ils arrivent avec l'État, lorsqu'ils arrivent un peu partout, ben, ils imposent, par leur ignorance du français, la langue anglaise. Et c'est pour ça que chez Vidéotron, au service à la clientèle, ben, il y a beaucoup de Maghrébins qui ne seront pas engagés. Parce que il va y avoir d'autres immigrants qui n'auront pas la connaissance du français, mais qui vont avoir la connaissance de l'anglais. Et donc, on n'engagera pas ces gens-là qui ne parlent pas anglais chez Vidéotron, mais qui parlent un excellent français au service à la clientèle parce qu'on ne veut pas perdre un client. Donc, on est en train de tout inverser. Il faut bilinguiser l'ensemble de la société pour des gens qui ne ont pas appris le français. Et donc, ce que dit l'étude, finalement, c'est que c'est principalement ceux qui n'apprennent pas le français, ben ça dépend de l'origine d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, les francotropes, donc tous ceux qui viennent de pays de langue qu'on dit latine ou romane, donc tous les hispanophones d'Amérique du Sud, sinon les Espagnols, les Italiens, les Catalans, les Roumains en Europe, ben eux autres, ils utilisent le français dans l'espace public à plus de 75 et ils connaissent le français à peu près 88 Les Maghrébins, eux, on est à des taux de 90 de connaissance du français. Donc, dans toute la question de l'immigration, ça ramène pas seulement à la question du seuil. Pour moi, la question du seuil, s'il y avait 80 000 unilingues francophones qui venaient à Montréal, en 10 ans, on franciserait Montréal juste par le poids du nombre. Donc, quand on regarde les questions d'immigration, il faut regarder, oui, les seuils, il faut regarder la composition. Et là, quand on dit que la question linguistique est en train de reprendre le dessus, bien, il y a la CAQ qui vient d'embarquer dans le jeu. Parce qu'elle a dit, il faut obliger l'immigration. Sans quoi, il y a une pénalité, puis je pense qu'ils sont... Mais aussi, il y a des lacunes gouvernementales par rapport à la francisation. Je veux dire, ça existait il y a un certain nombre d'années, les COFI, que j'entends encore des gens qui chantaient les louanges que ça pouvait marcher. Les gens, tout le monde était mélangé, mais c'était pas communautaire. Par exemple, les Colombiens ou les Mexicains ou les Maghrébins ou d'autres immigrants. Tout le monde était ensemble, puis ils faisaient un mélange de langue et de culture en même temps. Ça n'existe plus. Là. Non, ça n'existe plus. Et puis, il n'y a pas d'effort gouvernemental. Très peu. Chose certaine, le système a été complètement modifié. Puis, ce qui est arrivé, c'est que là, on met en compétition les établissements. C'est complètement fou. Là. L'objectif, c'est un objectif néolibéral. De clients. Donc, là, on met en compétition pour aller chercher des immigrants à franciser les commissions scolaires versus les cégeps versus les groupes communautaires. Puis là, c'est au plus fort la poche à celui qui va franciser. À place de dire, et c'est ce que moi je t'allais dire quand j'ai rencontré la ministre Veil en commission parlementaire sur le projet de loi 77, sur la nouvelle loi sur l'immigration, j'ai dit, Madame Veil, ce qu'on a besoin, c'est un accompagnement, un suivi du ressortissant principal qui fait la demande. Donc, c'est-à-dire, mettons, une femme qui décide d'émigrer avec sa famille, bien, le ressortissant principal, mettons, c'est la femme de 32 ans avec ses 3 enfants. Donc, l'accompagnement, c'est de dire, OK, toi, t'es rendu où dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Ben moi, exemple, là, je veux être mécanicienne. Hein? Ben là, c'est où se donnent les cours de mécanique? Bon, mais principalement dans des établissements, des commissions scolaires. Bon, mais tout ton suivi pour ta francisation, il faudrait que ça se fasse dans les commissions scolaires. Moi, je veux être médecin. Ou je veux être technicien hygiéniste dentaire. Bon, hygiéniste dentaire, ben parfait, c'est au cégep. Et là, tu fais le suivi. Si la personne, elle veut, par la suite, compléter ses études à un plus haut niveau, là, tu suis la cohorte, puis tu mets la personne au bon... Mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas d'accueil qui est fait. Non. Donc, comment, après ça, tu veux que la francisation fonctionne bien? C'est pas qu'une question de dire, on met de l'argent dans des programmes de francisation. Prendre en charge quelqu'un, première des choses, c'est de l'accueillir. Oui. Puis avec l'accueillir au Québec, avec un mélange de culture et de langue tout ensemble, je pense que c'est utile. Et Éric, parce que je vous rappelle, on parle avec Éric Bouchard, directeur général du mouvement Québec français, sur cette question de linguistique qui revient sur l'agenda politique au Québec depuis un certain temps. En fin de semaine,
les syndicats ont sorti un article, la CSN pour le nommer, mais peut-être les autres le suivront, sur l'état de linguistique, la bilinguisation du milieu du travail. C'est quand même grave, là. On pensait avec la loi 101, ça avait été réglé, puis là, on revient. Expliquez-nous un peu ce qu'il y en est. Ben, c'est les chiffres qui ont été pris de la part de la CSN pour leur article, ça vient... Bon, il y a des chiffres qui viennent de l'IREC, les 3 études dont j'ai parlé précédemment, mais ils viennent aussi de l'avis du Conseil supérieur de la langue française de 2013, qui s'appelle « Redynamiser la politique linguistique au Québec ». Et donc, l'étude là, de A à Z, là, on montre toute l'évolution positive entre 1977 et 1989 du français au travail. Donc, les interactions des travailleurs. Est-ce que tu travailles à 100% du temps en français? Bon, il y avait tant de personnes en 77 qui disaient oui, il y a tant de personnes en 89 qui disaient oui, puis il y a tant de personnes en 2010, parce que c'est des données de 2010, qui disent oui. Travailles-tu à 80% du temps en français? Bon, même affaire, tous les indicateurs, que ce soit 100%, 80%, 75%, 50% du temps, là, il y a eu des bonds vertigineux en faveur du français de 77 à 89, et depuis 89, ça recule, particulièrement dans le secteur privé. Ah ouais. Donc, la loi 101, on a besoin, la loi est là, mais on a besoin d'agents. Puis des agents-là qui accompagnent la francisation, ça s'appelle des gens qui travaillent à l'Office québécois de la langue française. Et ces gens-là, ce qu'ils font, ils font pas juste aller voir les menus. Ça, on a dénigré notre office. Et là, c'est principalement des Québécois qui disent ça n'a pas de bon sens. Et les gens ne connaissent pas le travail de l'Office par rapport à l'affaire du Pastagate. Ce que fait un travailleur, principalement, de l'OQLF, il travaille avec les comités de francisation à franciser des entreprises. Qu'est-ce que fait cette personne-là? Il n'arrive pas avec une règle, toc, 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 toc. Ici, c'est en français que ça se passe. Pas de même que ça fonctionne. C'est des gens qui travaillent de concert avec l'entreprise et avec les travailleurs. Exemple, Bombardier. Bombardier, quand Canadair a vendu à Bombardier en 79, c'était une entreprise qui était British. Tout se passait en anglais. Et ça a pris pratiquement 30 ans, et plus de 30 ans, avant qu'ils reçoivent un certificat de francisation. Pourquoi? Les travailleurs des comités de francisation m'ont dit, Éric, pour qu'un avion puisse décoller, mets-les sur une balance, puis il peut décoller seulement quand le poids du papier puis de la paperasse qui a été remplie est assez pesant pour faire lever l'avion. Donc, le temps de changer et de tout franciser l'entreprise, tous les procédés, ça a pris 30 ans. Donc, le travail des personnes de l'Office est essentiel, mais ça fait, depuis Lucien Bouchard, qu'on a coupé énormément dans ce travail essentiel en entreprise, fait de concert. C'est un triumvirat, c'est les patrons, les travailleurs et un agent de l'Office. Et si je me trompe pas, l'Office québécois de la langue française a été fondé, pas par des méchants séparatistes, mais à l'époque de la Révolution tranquille. En 64. Et ça, je sais qu'Hydro-Québec, il a fallu qu'il se francise parce qu'il a acheté toutes ces entreprises qui étaient anglaises, et surtout en Mauricie. Alors, tout le travail de francisation avait commencé et avait vraiment réussi avec Hydro-Québec, mais il y a eu un frein là-dessus sur l'entreprise privée. Donc, Éric Bouchard, donc les syndicats prennent une position, puis ça, c'est quand même historique aussi. Les syndicats ont été très importants dans la naissance de la Charte de la langue française, si je me trompe pas. En 72, le mouvement Québec français a été fondé, puis c'était la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, les grands syndicats du Québec et l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, qui se sont dit à un moment donné, là, ça va faire. Fait là, ils ont mis beaucoup de pression, ce qui a fait en sorte que des gars comme Camille Lorrain, Henri Laberge, Fernand Dumont et Guy Rocher, ces quatre personnages-là avaient un lien direct avec le monde syndical, puis ils ont su quoi faire pour franciser les milieux de travail. On a fait des gains, puis on pensait au Québec que la question du français c'était réglé. On est passé à autre chose. Pendant 20 ans de temps, on n'a pas parlé du français. Et là, avec les écoles passerelles, les syndicats se sont aperçus qu'ils n'avaient pas parlé du français depuis des années. Et c'est donc pour ça qu'ils ont décidé de revenir autour du mouvement Québec français. Mais ils doivent entendre parler dans leur rang, dans leurs instances, dans les syndicats locaux, qu'il y a problème. C'est pas juste des études, là. C'est parce que souvent, quand un mouvement comme un mouvement syndical bouge, c'est parce que au ras des pâquerettes, là, les gens subissent cette anglicisation.
Moi, j'ai pas les détails sur le plancher parce que moi, je coordonne, dans le fond, Partenaires pour un Québec français, dans le fond, qui est la table de concertation des organismes de société civile et des syndicats sur toute la question du français. Et ce qu'a sorti la CSN en fin de semaine, ça fait partie de notre plateforme. L'arrêt du bilinguisme institutionnel, donc la pratique du bilinguisme de l'État qui fait en sorte qu'un immigrant, quand il va arriver, il va pouvoir passer sa vie à communiquer en anglais avec l'État. Donc, arrêt de ça. Retour dans le fond de la vigilance puis de ce qu'on peut faire et donc faire en sorte que l'Office québécois de langue française ait des moyens pour aider les syndicats et les entreprises à se franciser. Puis la question de la bilinguisation des postes dans le domaine de la santé. Ça, c'est tout parti de Partenaires pour un Québec français. Mais là, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Là, c'était la tête, mais là, de plus en plus, je pense que la tête et la base est en train de converger. De se rendre compte, de s'apercevoir du problème. Et voilà, et c'est pour ça que le français est en train de... Je vous dis, avant ça, on faisait tout pour sortir médiatiquement au Mouvement Québec français. Et là, on a de la misère à suivre l'actualité puis à tout mettre sur notre site web à force qu'il y a des choses qui sortent à tous les jours. Donc, on fournit pas. Ben moi, pour ma part, c'est pas une bonne nouvelle pour le français au Québec. Mais sur la question du français... j'ai l'impression qu'on prêche plus du tout dans le désert et que ça préoccupe de plus en plus les gens. Et ben là, ça me permet d'être invité dans des émissions de radio comme aujourd'hui. OK. Alors là, il y a un dénommé Marc Cassivi qui a publié un livre, Mauvaise langue, où mais j'aimerais que tu le commentes, mais peut-être déjà la question, quand l'éditeur décide de mettre une phrase tirée du livre en exergue sur le livre et dit une langue n'est pas une prison. Peut-être à partir de là, mais comment vous lirez ce livre-là? Et écoute, Marc Cassivi est invité à Tout le monde en parle, est invité partout. En fin de semaine, le National Post l'a porté au nu à cause de parce qu'il s'attaque à une vache sacrée. Comment vous recevez ce livre-là, vous qui, avec le Mouvement Québec français, pour qui c'est primordial la bataille pour le français? Très franchement, je suis vraiment content. Ah oui? Ah ben expliquez. Regardez, on ne sort pas un livre comme ça quand il n'y a pas de problème. Ah. Il est assez clair qu'il y a un problème et Marc Cassivi a voulu se positionner. C'est très... je l'ai lu 2 fois le livre, je pourrais être sûr. Et j'ai l'impression que c'est plus une question de lui se positionner son identité à lui par rapport à une certaine forme d'idéal d'identité collective. Et lui, il voulait mettre son grain de sel sur son vécu à lui. Il y a un parcours qui est assez spécial. Vous avez reçu Akash Verboshi la semaine passée. J'invite tout le monde d'ailleurs, ceux qui n'ont pas écouté l'entrevue, mais Akash Verboshi, c'est un des meilleurs livres sur la question du français que j'ai entendu depuis longtemps. Et nous qui sommes pour le français, là, nous allons en principe le publier en anglais. Ah ben, c'est ça chez Baraka. Chez Baraka. Donc, on n'est pas fermé. On n'est pas fermé du tout, là. On est d'accord pour publier ça en anglais même. Donc, Rhapsodie québécoise. Donc, Akash arrive, il émigre, fait un processus migratoire de Hongrie, il arrive dans Parc Extension Côte-des-Neiges. Au même moment, Marc Cassivi et sa famille partent de la Gaspésie, s'en viennent s'établir dans l'ouest de l'île, et ma famille, moi, ben, on va s'établir à Ville d'Anjou. Donc, un dans l'est, un dans le centre, puis un dans l'ouest de Montréal. 3 gars du même âge. Marc Cassivi a le même âge que moi. Exactement. Et ces 3 histoires, moi, je ne commencerai pas à compter toute mon histoire, mais c'est 3 histoires très, très, très intéressantes, mais ça ne dit rien. Mon histoire à moi, puis l'histoire d'Akosh, puis l'histoire de Marc Cassivi, qui, dans le fond, qui nous explique son lien avec ses amis anglophones de l'ouest de Montréal, ça nous dit rien sur la dynamique des langues. Non. Ça nous dit rien sur l'évolution linguistique. Donc, mais c'est vraiment bien de voir l'identité de Marc Cassivi là-dedans, parce que il se retrouve un peu toujours minoritaire un peu partout. Ouais. Et donc... dans l'ouest de l'île. Dans l'ouest de l'île. Mais ce que je trouve drôle, puis c'est là que je trouve ça vraiment intéressant, quand je dis que ça va bien du côté linguistique, c'est que là, c'est plus à ceux qui parlent du français puis qui ont le français à cœur. On n'a même plus besoin, nous autres, d'utiliser d'adjectifs qualificatifs. On dit nos choses et ce qui est dans la réalité, dans les études, ça colle et les gens nous écoutent et sont ouverts. Quand on est obligé de prendre beaucoup d'adjectifs qualificatifs pour discréditer des gens, comme le fait M. Cassivi dans son livre, ça, c'est quelque chose, ça montre une faiblesse de l'argumentaire. Ça montre... Expliquez ce que vous dire l'exemple.
j'ai pas... Est-ce que les gens liront? Moi, je suis en sorti de là, j'ai dit, mais il y a quelqu'un qui est blessé visiblement parce que les termes là sont vraiment forts. Et tu te dis, mais pourquoi tu as besoin de qualifier des gens aussi forts, aussi fortement que ça? C'est viscéral. C'est-à-dire que il y a quelque chose qu'il avait à dire et sûrement que il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient traîtres, je sais pas trop quoi dans le passé, puis là, il ramasse ça, puis il met ça dans son livre. Il s'attaque à des gens, tu te dis, oh, il connaît pas le dossier. Parce que quand il parle de Mario Beaulieu et du nationalisme ethnocentrique. Mario qui vient de l'ouest de l'île aussi. Je veux dire, c'est un gars qui vient de l'ouest de l'île, justement, qui est dans un processus d'anglicisation, tout poussé. Puis lui, il s'est aperçu que, justement, il fallait défendre le français au maximum parce qu'il s'est aperçu que lui-même et sa famille étaient en train de s'angliciser, mais surtout que nationalisme ethnocentrique. Mario Beaulieu qui organise des Saint-Jean depuis 1990 dans le parc Extension. Dans la courte période où Mario Beaulieu a été chef du Bloc québécois, c'était la fois où il y a eu le plus grand rassemblement interculturel qu'il y a jamais eu. Il a mis tous les gens qui n'étaient pas nés au Québec de l'avant sur une scène et il a vraiment essayé de faire en sorte que, dans le fond, puis quand il dit à la fin, Marc Cassivi, que fonder un projet sur, je sais pas trop quoi, là, les Blancs catholiques francophones, et d'essayer de mettre Mario Beaulieu là-dedans, tu dis, OK, cette personne-là a une image, puis il accole l'image, et il n'a pas fait un travail journalistique d'aller rencontrer Mario Beaulieu sur cette chose-là. Autre chose, quand je dis que il manque beaucoup de rigueur, c'est quand il parle du documentaire La langue à terre, où est-ce qu'ils disent que c'est un brûlot anglophobe. Donc, Josier Legault, qui parle là-dedans, dans ce documentaire-là, qui a fait des études dans les années 90, qui a fait sa maîtrise sur toute la question linguistique, qui est calée comme personne, elle, lorsqu'elle parle, elle parle avec des chiffres à l'appui. Monsieur Cassivi ne parle pas avec des chiffres à l'appui. Même chose pour Pierre Curzi. Pierre Curzi qui m'avait engagé parce que émotivement, il était capable d'en parler de la langue, mais il voulait avoir des chiffres pour convaincre, pour être convaincant. Donc, Pierre Curzi qui est dans le documentaire aussi. Après ça, Charles Castonguay. Charles est anglais. Mais c'est un anglophone de langue maternelle. Il a appris le français avec sa femme Lise. Donc, de dire que Charles Castonguay, c'est un nationaliste ethnocentrique, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Puis finalement, Tania Lompré, qui, elle, passe sa vie avec des immigrants, à franciser des immigrants, puis Serge Bouchard, dans le documentaire. Donc, tu dis, le livre est intéressant, mais il est comme un des derniers à pouvoir parler de la façon dont il parle de ces nationalistes-là, puis de cette forme de nationalisme-là, puis de mettre tout le monde dans le même paquet. Et c'est là que moi, je suis content parce que pour peu que tu connaisses le dossier linguistique, tu t'aperçois que M. Cassivi n'a pas ses devoirs. Il n'a pas fait ses travaux. Éric Bouchard, directeur général du Mouvement Québec français, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur la langue, mais on est obligé de finir, mais de terminer, puis arrêter pour une pause, puis on a une deuxième entrevue avec le Burundi, là, dans quelques instants. Mais j'aimerais bien que vous reveniez ici, puis peut-être aux 2 mois, là, parce que le dossier revient sur la place publique, et il ne faut pas qu'on le laisse à quelques-uns. Il faut que ça soit généralisé, ce débat sur la langue. Alors, merci beaucoup d'être venu en studio. Merci, Robin. Puis ça va me faire plaisir de revenir te voir puis de parler à tes auditeurs. C'est bon, parce que, après à Coche, puis peut-être on va inviter Cassivi. Mais j'aimerais bien ça, avoir les trois immigrants, là, à table. C'est ça. Puis moi aussi, je suis immigrant. Oui, c'est bon, parfait. Moi, je suis immigrant de l'Ontario. Alors, tout de suite, merci beaucoup, Éric Bouchard, directeur général du Mouvement Québec français.